chez Toyota aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que vous puissiez passer à la vitesse vraiment supérieure? Parce qu'on le voit, 5% de véhicules électrifiés au global, 2% de véhicules électriques, on est quand même loin du compte par rapport aux enjeux et aux défis qui se présentent à nous. On a l'impression qu'on est dans une course contre la montre, mais on tarde et on peine quand même à, je dirais, à augmenter le rythme. Qu'est-ce qu'il faudrait du côté du constructeur? Alors, une différence en ce qui nous concerne quand même, c'est que nous, on a commencé il y a 20 ans. Oui. Et si on est à 5%, aujourd'hui, Toyota en représente 80% de ces 5%. 80% des 5%. Donc, très important. 4% sur 5 dans les véhicules Donc électrifiés. vous n'êtes peut-être pas effectivement le meilleur interlocuteur pour des véhicules hybrides. augmenter le rythme. Non, mais je crois que, pour rebondir sur ce que disait François Audier à l'instant, il y a effectivement ces trois enjeux. Et je crois que ce qu'on a tendance un peu à oublier, et particulièrement en France, il y a deux aspects. Souvent, on a tendance à opposer les technologies. Par exemple, pile à combustible hydrogène, et n'en déplaise à François, c'est plus en laboratoire, mais nous, par exemple, ça fait 3 ans qu'on vend des véhicules à hydrogène. Alors certes, on parle de quelques milliers de véhicules par an, mais c'est quelque chose qui va se développer. Par rapport aux batteries électriques, les deux ont leur place, hybride rechargeable, tout dépend de l'usage du client. Et il ne faut pas oublier que c'est d'abord le client qui décidera quelle technologie il a besoin pour répondre à sa vie quotidienne. Ça, c'est l'usage. Et le deuxième point, c'est l'accessibilité. Comme vous disiez, François, tous les constructeurs savent faire aujourd'hui un véhicule électrique avec 1000 km d'autonomie à 1 million d'euros ou à 2. Aujourd'hui, le prix moyen en France, on est entre 20 et 25 000 euros. Là où je disais tout à l'heure, nous, on a multiplié par 7. Entre 2010 et 2018, la part des véhicules électrifiés et hybrides dans nos ventes en France. Il y a le déploiement de plus en plus de modèles, bien entendu. On est passé de 1 à 8. Mais il y a aussi l'accessibilité. Quand on a commencé il y a 20 ans avec la première Prius hybride, on parlait d'un véhicule, alors à l'époque on était en francs, mais qui était à plus de 30 000 euros. Aujourd'hui, on vend une Yaris hybride fabriquée en France, à Valenciennes, à moins de 20 000 euros. C'est le prix d'appel, ça? C'est le prix d'entrée, ça? C'est le prix d'entrée. Et c'est cette accessibilité qui permet derrière de démarrer, de créer du VO. Et c'est là aussi, ça c'est un enjeu assez fort, surtout quand on parle d'accessibilité. Les derniers mois de l'actualité nous l'ont rappelé. Et tant que vous n'avez pas créé cet appel-là, les nouvelles technologies mettront beaucoup de temps à se développer. Patrick Gourvenec, c'est cher 20 000 euros quand même pour un prix d'entrée. Comment on fait pour être encore un peu plus compétitif pour le client consommateur, surtout pour les petites citadines? Évidemment, je pense à celle-là surtout. C'est un des sujets d'ailleurs. Cette électrification coûte forcément. Et ce qu'on disait tout à l'heure, et François Audier l'a bien redit, c'est vrai que sur les pays où ça a bien fonctionné dans un premier temps, c'est les pays où il y a des incitations fiscales. Au-delà de ça, on le voit aussi d'un autre côté, c'est que quand l'incitation fiscale disparaît, les marchés disparaissent. En tout cas, reviennent à des niveaux qui sont très faibles. Donc il faut inscrire ça dans le temps. Et évidemment, il faut être, moi je dirais, un peu pragmatique quand même dans cette avancée-là. C'est pour ça que l'avance, entre guillemets, de Mitsubishi sur l'hybride rechargeable est remarquable parce qu'elle fait fi, en fin de compte, des infrastructures. Parce que là, ce dont on ne parle pas sur la partie électrique, c'est évidemment toutes les capacités qu'a le client aujourd'hui de se recharger d'une manière générale. Donc, l'hybride rechargeable permet justement une utilisation en full électrique et permet une utilisation au quotidien aux alentours de 50 km et pouvoir aussi, demain, partir en week-end sans aucune contrainte sur la charge de la batterie. Donc c'est une technologie qui, nous semble-t-il en tout cas, peut faire le pont entre aujourd'hui, une situation où effectivement on se pose des questions sur l'utilisation, et 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, où effectivement les infrastructures seront créées et on aura la capacité peut-être d'aller plus loin en ce qui concerne l'utilisation des batteries. Au-delà de ça, si vous me permettez... Oui, bien sûr, je vous en prie. Et je parle aussi effectivement de l'énergie. C'est... La difficulté aujourd'hui de produire et de stocker l'énergie est au cœur de pas mal de sujets. Donc l'hybride rechargeable, comme l'électrique d'ailleurs, ce qu'on peut appeler chez nous, on appelle ça V2H, donc véhicule to home, c'est la capacité du véhicule à servir de stockage d'énergie en partie, puisqu'on sait que la voiture à peu près est immobilisée pendant 90% de son temps, et puis restituer l'énergie quand la maison en a besoin. Et donc cette on va dire, incrustation en fin de compte de l'automobile dans la vie globale, dans la vie de tous les jours,
non plus comme un outil qu'on utilise comme ça de temps en temps, mais comme étant une vraie réserve d'énergie et une possibilité, une capacité pour les entreprises ou pour les particuliers d'utiliser cette énergie quand il le faut. Et là aussi nous paraît une très belle évolution. Une capacité à utiliser l'énergie donc de manière multifonctionnelle, quoi. Donc C'est ça. Pour donner juste un petit ordre d'idée, 1000 PHEV Outlander peuvent correspondre à peu près à l'utilisation d'une centrale. D'accord. Donc vous voyez, on va vite sur des chiffres qui sont quand même relativement importants. Et surtout, encore une fois, cette intégration de l'automobile vraiment dans la vie quotidienne. Réaction d'Yves Guita, notre rédacteur en chef. Alors, vous dites que vous avez dit plusieurs choses, que le client est important. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut aussi qu'il y ait une offre en face. C'est ça. Or, pour moi, l'offre aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 constructeurs japonais donc, qui ont développé plutôt la partie hybride et hybride rechargeable, mais on a parlé aussi de coûts. Or, les hybrides rechargeables, c'est plutôt sur des SUV haut de gamme qui sont déjà très chers. Donc, ça ne simplifie pas l'accès. Quant aux constructeurs français, qui ont privilégié pour certains un modèle électrique, mais pour le reste, sur l'hybride, par exemple sur l'hybride et l'hybride rechargeable, la Prius, je crois, est arrivée en 1997. On va voir les premières hybrides rechargeables français en 2020. Donc, c'est 23 ans après. Alors, par rapport à l'intervention d'Yves Guita, question qui vous concerne, François Roudier, vous avez cette vision globale. On a 2 constructeurs qui semblent quand même à la fois avoir anticipé cette transition, mais où en sont nos constructeurs français? Vous savez, les modèles dépendent aussi des marchés. Les marchés guident parce que c'est le client qui guide. Vous l'avez très bien dit, M. Guita, c'est le client qui guide. Les marchés des constructeurs français se sont trouvés essentiellement en Europe, dans des pays où effectivement on voulait, sur des créneaux où les Français sont devenus spécialistes, qui sont plutôt des petites voitures jusqu'à des voitures moyennes de gamme, ben là vous aviez les motorisations diesel puis essence 3 cylindres qui se sont bien vendues et qui continuent à très bien se vendre. L'essence 3 cylindres, où en serait-on si on n'avait pas inventé ces types de moteurs? Après, sur des grands groupes internationaux comme Toyota, Toyota a été capable de développer énormément de voitures selon ces types de clientèle. Il y a des Prius aux États-Unis, mais enfin, je vois surtout des pick-up Toyota, essence, et puis des grosses voitures, parce que ça dépend vraiment de sa façon de faire. Ce qui est d'important, et vous l'avez cité, c'est qu'au-delà de nous, entreprises, il faut quand même reconnaître que le gouvernement japonais a été d'une lucidité énorme pour pousser ce type de recherche fondamentale sur les batteries, sur les hybrides. Le MITI a été brillantissime. Là où en France, effectivement, l'automobile en recherche a plutôt été le parent pauvre. Et ce sont les industriels avec leur cagnotte, que ce soit nous les constructeurs ou nos équipementiers, qui ont développé ça. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Et on a vu l'approche du gouvernement français pour la notion d'avoir une usine de batterie en Europe. Bon, ça va assez vite. Avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne, parce qu'effectivement, un projet franco-allemand, ça peut bien fonctionner. On est quand même, nous, industriels, dans un schéma où on dit, OK, on veut bien avoir une usine de batterie en Europe, mais enfin, on ne va pas se faire non plus imposer que des batteries européennes. Alors, vous avez souvent, au cours de vos propos, les uns les autres, évoqué le rôle de la puissance publique, à la fois dans les incitations aux clients consommateurs. Vous venez d'évoquer, donc, M. Roudier, la question de la recherche, donc les investissements nécessaires, et peut-être aussi les incitations aux constructeurs pour gagner en volontarisme. Qu'en est-il des infrastructures? Parce que c'est bien beau de faire des véhicules électriques, mais il va falloir des bornes, il va falloir que nos routes, nos autoroutes, que nos villes soient équipées. Et là, on parle d'un objectif de 100 000 points de charge en 2023. Là aussi, est-ce que cet affichage correspond à une réalité quant aux investissements qui sont déjà effectués, ou on est loin du compte? Monsieur Grillet. Alors je pense que, nous pour l'instant, on ne vend pas, on commencera en 2020 à vendre des véhicules purs électriques à batterie. Nous, on connaît un peu la même situation avec l'hydrogène, comme je disais tout à l'heure. Je pense que dans les 2 cas, ce qui est important, c'est la notion d'écosystème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier le constructeur, le client final, qu'il soit particulier ou entreprise,
Et puis le point d'accès, le fournisseur d'énergie, finalement, qu'il s'agisse de batteries, de recharge de batteries ou demain de stations d'avitaillement hydrogène, c'est à peu près le même problème. Nous, c'est ce qu'on a construit par exemple avec l'hydrogène et le projet qu'on vient de signer il y a quelques mois maintenant avec la société de taxi parisien Hype, qui est la plus grande société au monde qui fait tourner des véhicules hydrogène. On s'est associé avec 7 acteurs de mobilité, avec Air Liquide par exemple, l'un des grands leaders français et mondiaux en termes d'hydrogène et de production, pour justement casser toujours l'effet de poule et de l'œuf. Est-ce qu'il faut l'infrastructure avant les voitures ou est-ce qu'il faut les voitures avant l'infrastructure? Et comment on avance concomitamment François Roudier, encore une fois, donc, avec les comités et l'organisation internationale de l'automobile dans laquelle vous siégez, comment on avance concomitamment? On ne peut pas être en décalage, il va y avoir une incohérence sur le marché là. C'est un risque. Je ne vous cache pas que c'est un risque et c'est ce qui est le plus inquiétant à l'heure actuelle, en France en particulier. C'est que les constructeurs vont aller très vite, les constructeurs français ou étrangers vont avoir une offre produit considérable. En 2020, vous allez voir, au Mondial de l'Auto 2020, on aura une offre pléthorique de véhicules tous différents et tous très bien. Et derrière, le client qui habite en ville dans un immeuble ancien va vous dire « Monsieur, je me recharge où ?» Et là, on a un véritable problème. Donc nous, on est actuellement au CCFA en train de pousser les pouvoirs publics pour qu'ils accélèrent les programmes de prise électrique partout et d'hydrogène. Il y a toute une filière hydrogène aussi qui est poussée en France parce que tout le monde va avoir accès, y compris même les gens du transport routier. Donc vous voyez, on réfléchit vraiment au-delà de la voiture du particulier. Mais on bute sur des problèmes terre à terre. Le droit à la prise qui existe dans les copropriétés n'est pas respecté. Et si on vous fait traîner 6 mois dans votre copropriété pour avoir une prise, au bout de 6 mois, vous changez de voiture.